on aborde du coup deux sujets aujourd'hui, comme je l'ai dit, la surenchère et la réitération des enchères, ce qu'on appelle la folle enchère, ce qui n'existe plus, entre parenthèses. Mais avant de me lancer vraiment dans la technique de la surenchère pour vous expliquer quels sont les enjeux à votre niveau investisseur et les risques que vous encourez pour ce qui concerne la réitération des enchères, on va faire un tout petit récap sur le contexte dans lequel on intervient. Si jamais vous êtes en train de vous poser la question d'une surenchère ou d'une réitération des enchères, c'est que soit vous avez loupé une vente, je voulais me positionner sur un bien, je ne l'ai pas eu, mais je vois passer l'annonce relative à la surenchère et j'ai envie d'y aller, je me pose la question. Soit vous avez acheté et vous êtes confronté à une surenchère, donc vous avez un avocat et vous voudriez contester la surenchère qu'un tiers vient de planter sur votre dossier et qui va peut-être gâcher votre investissement. Ou alors, vous avez acheté et vous êtes confronté à des difficultés de paiement et vous êtes exposé à une procédure de réitération des enchères ou, dernière option, vous vous positionnez pour acheter un bien et ce bien, il est vendu dans le contexte d'une réitération des enchères. Ça fait 4 hypothèses à traiter aujourd'hui qui présentent toutes leurs petites spécificités et qui, comme vous allez le voir, en fait, sont extrêmement impactantes pour les investisseurs. D'accord donc, on vient, après une vente aux enchères, si tout le process qui aboutit à la vente aux enchères vous interroge ou si c'est des choses sur lesquelles vous êtes mal à l'aise, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, je répondrai au maximum de questions dans la limite de pas trop digresser. D'accord? Donc, chronologiquement, on va commencer par le début qui est la surenchère. Si jamais vous souhaitez vous positionner sur un bien dans le cadre d'une adjudication, donc adjudication, ça veut dire vente sur saisie immobilière, vente sur liquidation judiciaire, vente sur licitation partage. Je veux casser une indivision, j'ai une boîte qui fait faillite ou j'ai un particulier qui doit de l'argent et on vend son bien aux enchères. Eh bien, vous allez aux enchères. Le bien est vendu. Je ne reprends pas le détail de comment est-ce qu'on vend un bien aux enchères. A priori, il y a pas mal d'investisseurs et je vois qu'il y en a entre guillemets que 50% d'entre vous qui sont sur leur première tentative. Donc, vous devrez quand même avoir une idée assez claire de ce dont on parle. Donc, le bien est vendu aux enchères. OK. Une fois que le bien est vendu aux enchères, il va se passer plusieurs choses. D'accord Déjà, on va commencer à comptabiliser un délai de surenchère de 10 jours. Ce délai de surenchère de 10 jours, c'est un délai comptabilisé en jours, donc on ne va pas compter le jour du point de départ. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, si ce délai expire sur un jour non ouvré, un jour férié, un samedi, un dimanche, on va proroger le délai au premier jour ouvré suivant. Nous, par exemple, à Marseille, les enchères, elles ont lieu le mercredi. Les délais sont tels que le délai de surenchère expire toujours le dimanche et donc on est toujours prorogé au lundi d'après. Donc concrètement, on n'a pas exactement un délai de 10 jours, on a plutôt un délai de 11 ou 12 jours selon le cas de figure. À l'intérieur de ce délai, tout intéressé a la possibilité de former une surenchère. Alors, je vais vous dire un petit après comment est-ce qu'on fait une surenchère et quel intérêt ça peut présenter. C'est pas plus tard, d'accord? La question qu'on se pose d'emblée, c'est comment est-ce que je peux savoir qu'il y a une surenchère, qu'une surenchère est possible? Là, l'information, elle est assez compliquée à obtenir en réalité. En matière de saisie immobilière, lorsque l'enchère a lieu, le greffe du tribunal a l'obligation de placarder sur l'affiche qui est située dans les locaux du tribunal une petite feuille A4 sur laquelle elle donne le résultat de la vente. D'accord? Donc, admettons, j'ai vendu un appartement ou un bien quelconque aux enchères. L'enchère a été du coup enregistrée au tribunal. Et à l'issue de l'audience, l'après-midi, le lendemain matin, le greffier note que le bien qui était mis à prix, par exemple, à 120 000 euros, a été adjugé 430 et le placarde sur l'affiche dans les locaux du tribunal. Okay c'est ça la source d'information principale. C'est là qu'on est censé savoir qu'une vente a eu lieu à quel prix. Et donc, c'est là qu'on est censé savoir dans quelles conditions on peut surenchérir, parce que pour surenchérir, on a besoin de connaître le prix d'adjudication. Et c'est là qu'on obtient l'information. Okay la particularité, c'est que ce placard, cette petite affiche, n'est pas obligatoire en matière de vente sur licitation partage, mais les greffes le font, mettent la petite feuille A4. Ensuite, à l'issue des audiences, on a deux sources d'informations complémentaires. La première source d'informations complémentaires, ce sont les sites internet des avocats, parce qu'à l'issue de la vente, ils ont l'habitude sur leur site de mettre à jour la rubrique du blog qui est dédiée aux ventes judiciaires pour dire voilà, ce bien, il était adjugé à tel prix. Première option. Deuxième option, les JAL, les journaux d'annonce légale avec lesquels on travaille, ont l'habitude à l'issue des audiences de nous passer un petit coup de fil et mettre mon nom, le bien il s'est vendu à combien, tac, ils le mettent sur leur site. Traduction sur Bench.
Donc, vous avez certains prestataires qui obtiennent l'information de façon indirecte en appelant les avocats, mais qui arrivent à avoir l'information. Pourquoi je vous le précise? Parce que, en fait, sur le marché Internet de la diffusion des annonces légales, il y a plusieurs acteurs. Il y a le site Internet officiel, entre guillemets, du Conseil national des barreaux qui s'appelle Avovente. Il y a les sites qui bossent avec les JAL, Vench notamment. Enfin, c'est le principal, je crois. Et puis, il y a 2-3 autres acteurs. Mais grosso modo, les seuls qui arrivent à avoir l'information, on va dire de façon un peu structurée, sur le fait qu'il va y avoir une surenchère, ce sont les acteurs officiels, donc les journaux d'annonce légale qui bossent dans ce milieu, et les avocats et le tribunal. Voilà. En dehors de ça, vous êtes sur de l'aléatoire. Après, si jamais vous n'arrivez pas à avoir l'information, on va dire, du tout, la seule vraie solution pour l'obtenir de façon fiable, c'est d'appeler les avocats. Et quand ils ne veulent pas vous répondre, c'est de mandater un avocat pour qu'il récupère l'information. Parce qu'il y a certains avocats qui refusent de parler aux particuliers, parce que pour porter les enchères, vous avez l'obligation d'être représenté par un avocat, et donc ils considèrent qu'ils ne peuvent parler qu'à un avocat. Du coup, Est-ce qu'on peut appeler les greffes aussi, le tribunal directement ouais, au alors, téléphone? ça dépend beaucoup du tribunal. Il y a devant certaines juridictions, c'est un petit peu Alcatraz, on a du mal à accéder au greffe. Devant d'autres, le dialogue est facile. Et après, je ne vous cache pas que je ne connais pas trop les pratiques à ce niveau-là, parce que moi, en tant qu'avocat, j'ai mes accès au tribunal, on me répond, on me connaît, et dans mes formations professionnelles, je forme des avocats qui n'ont pas de problème non plus, en fait. Du point de Alors je vue sais que particulier, on le connaît rarement en réalité. nous, Euh, de notre côté, on a, juste pour information aussi, il y a certains tribunaux avec lesquels on travaille et qui communiquent donc à chaque audience, enfin, à chaque fin d'audience, les résultats d'adjudication. Pas tous, c'est pour ça qu'on aussi on a un gros travail de recherche là-dessus. Mais voilà, donc certains tribunaux communiquent avec, en tout cas Venture, pour. C'est très bien, c'est très bien, c'est l'avenir, hein. Nous, on le souhaite pour que ça se développe. Après, il y a du coup quelques éléments complémentaires que vous devez savoir, c'est que à l'issue de l'audience d'adjudication, donc il y a ce délai de 10 jours pour faire une surenchère, il y a une publicité qui est vaguement assurée par l'intermédiaire de la démarche du greffe qui consiste à placarder sur la fiche du tribunal le résultat de l'audience. Il y a un peu de publicité légale qui est assurée sur Internet, mais les avocats qui conduisent la procédure, je me pointe du doigt parce que ça m'arrive de le faire, ont également la possibilité, pour favoriser l'émergence d'une surenchère, de réaliser une diffusion étendue. On a la possibilité de faire des publicités complémentaires juste pour la surenchère. Alors c'est rarissime, on ne va pas se voiler la face, néanmoins sur certains types de biens, on peut être amené à l'envisager. Du type la vente qui s'est vraiment trop mal passée, notre client il est mal payé, on a envie que ça se vende bien, on sait que ça peut se vendre mieux, on peut être tenté de faire quelque chose. Maintenant, le cas de figure le plus courant, concrètement, c'est quand même des clients qui soit étaient à l'audience, ont essayé d'acheter, ne sont pas allés jusqu'au bout et sortent de là avec des regrets et ont envie d'y retourner. Ceux-là, parfois, ils font une surenchère, ou alors des clients qui surveillent une vente en se disant qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller, ils voient le prix d'adjudication, ils se disent quand même, je regrette, c'est pas si cher que ça, j'ai envie de faire une surenchère. Voilà, c'est la typologie, on va dire, la plus classique. Alors, du coup, j'ai quelques questions avant d'embrayer sur la rubrique d'après. Je vais voir. Allô Diallo, les biens vendus sur adjudication peuvent-ils servir de RP, de résidence principale? Oui, évidemment. Les banques financent-elles ce type d'acquisition? Oui, également, mais vous n'avez pas beaucoup de temps pour obtenir le financement. 2 mois. Voyez votre avocat. Et ensuite, Didier Roth, j'ai porté les enchères sur un bien il y a 4 ans environ. Pendant les 10 jours de délai, le propriétaire saisi a mis une surenchère qui, au bout de 2 mois, n'a pas abouti pour la bonne raison qu'il n'avait pas les fonds. Le propriétaire saisi a-t-il le droit de mettre une surenchère même s'il trouve les fonds? Le débiteur n'a pas le droit d'acheter aux enchères, ni directement, ni par prête-nom. La surenchère est une prolongation des enchères, il n'a pas le droit de se positionner. Je ne sais pas comment aboutit votre dossier, mais logiquement, on est dans un cas d'impossibilité. Donc, cela étant posé, donc, j'ai mes 10 jours, j'ai des contraintes de publicité, de délai légal. Je veux faire ma surenchère. J'ai une bonne question là, Stéphanie. Stéphanie nous demande combien de surenchères sont-elles possibles? Dans un seul dossier, il y a une surenchère possible, pas plus. On a un adage pour ça, les avocats, qui est que surenchère sur surenchère ne vaut. Ça veut dire que, en fait, si le bien que vous achetez, il a déjà été vendu dans le cadre d'une surenchère, à l'issue de l'audience, il n'y aura pas de publicité de 10 jours. Et il n'y aura pas de délai de 10 jours. Ça veut dire que sur l'affiche au tribunal,
vous ne verrez pas de mention relative à la possibilité de faire une surenchère. D'accord? Du coup, si jamais le bien a déjà été vendu une première fois aux enchères, et puis une deuxième fois, et puis une troisième fois, cela ne peut avoir eu lieu que dans le contexte différent d'une réitération des enchères, traduction folle enchère pour reprendre le libellé de notre session webinaire. Donc, je rembobine, je reprends le fil de ce que j'étais en train de dire. Maintenant, vous avez vu le bien passer, vous avez eu accès à la publicité, vous avez vu les informations, vous souhaitez surenchérir. Ben, il n'y a pas 36 solutions. Déjà, vous allez voir votre avocat parce que ce sera à lui d'accomplir l'ensemble des diligences requises, premièrement. Deuxièmement, vous allez devoir lui remettre un chèque de banque égal à 10% du prix d'adjudication. Je rembobine. Lorsque vous voulez vous positionner sur une enchère en temps normal, un bien qui est vendu aux enchères, vous devez vous présenter muni d'un chèque de banque d'un montant minimal de 3 000 euros, petit 1, et petit 2, représentant 10% du montant de la mise à prix. Là, je suis sur une vente, la mise à prix est à 13 millions, ça fait un chèque de 1,3 million. D'accord? Si jamais le bien il est mis à prix à 200 000 euros, ça fait un chèque de 20 000 euros. Mais ça, c'est dans le cadre d'une vente entre guillemets classique. Si jamais vous êtes sur un bien qui vient sur surenchère, votre chèque de 10% devra être calculé, enfin vos 10% devront être calculés sur le prix d'adjudication. Donc le bien était mis à prix à 200 000 euros. Vous deviez venir avec un chèque de 20 000. Le bien était adjugé à 1 million. Vous souhaitez surenchérir, vous venez avec un chèque de 100 000 euros. Okay, et le texte ne dit pas comment est-ce qu'il faut libeller le chèque, mais vous allez le libeller à l'ordre du séquestre désigné dans le cahier. Maintenant, votre avocat, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ce chèque, il va le photocopier, et il va l'annexer à la déclaration de surenchère. Il va établir également une attestation disant qu'il a en sa possession ce chèque. Maintenant, la photocopie du chèque, on n'a pas l'obligation de la remettre au tribunal, mais on le fait parce que c'est de bonne tenue. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir les fonds si on donne un chèque c'est un bancaire. chèque de banque, il faut avoir l'argent sur le compte. Avoir l'argent sur le Un compte. chèque de banque, la banque se porte garant de ce que vous avez à disposition les fonds, elle se porte garant si les fonds ils sont sur votre compte, sinon elle ne vous fait pas de chèque de banque. Et d'ailleurs, quand elle établit le chèque de banque, elle prend l'argent, elle le met sur un compte de réserve, ça fait que vous, sur votre compte en banque, vous avez une ligne débitrice de 20 000 euros, l'argent disparaît et il est placé sur un compte de réserve par la banque. Ça veut dire que vous remettez au pot 10% du prix d'adjudication, ça vous permet de repartir aux enchères. L'avocat va accomplir quelques démarches pour aboutir concrètement à la remise en vente du bien. Donc lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déposer une déclaration de surenchère au greffe, il aura un délai légal pour dénoncer la déclaration de surenchère à toutes les parties à la procédure. L'adjudicataire initial, le créancier poursuivant, le débiteur saisi. Et à cette étape-là, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. D'accord? Parce qu'en fait, l'avocat a 3 jours pour réaliser ses dénonces et concrètement, ça se fait par un espèce de mail ça se fait par une espèce de boîte mail qu'on appelle le RPVA pour les parties qui ont un avocat dans la procédure. Ça concerne nécessairement le créancier et l'adjudicataire. Eux, ils sont intervenus avec un avocat dans la procédure. Par contre, le débiteur n'a peut-être pas d'avocat. D'accord? Et si le débiteur n'a pas d'avocat, vous ne pourrez pas en passer par cette messagerie électronique, vous devrez en passer par un acte d'huissier. Et de 2 choses l'une, le délai est de 3 jours. Donc l'huissier va certainement vous facturer des frais d'urgence, petit 1. Et puis petit 2, si le débiteur est à l'étranger, qu'il y a des frais de traduction et autres, il faut l'anticiper, ça peut coûter vachement cher. J'ai eu un dossier où on a eu 2 500 euros de frais d'huissier, si ma mémoire est bonne, parce que le débiteur était à l'étranger, et donc il fallait faire traduire tous les actes, il y a eu un traducteur au milieu, il y a eu des frais de notification à l'étranger, des frais d'urgence, enfin au niveau des frais d'huissier, ça a été une boucherie. Donc quand vous vous engagez dans la démarche, sachez qu'il y a un ticket d'entrée qui peut être conséquent. Primo, les 10%, deuxio, les frais d'huissier, et puis tertio, il y a les frais d'avocat, parce que l'avocat ne vous fait pas une surenchère sans être payé, et puis c'est normal, parce que des surenchères, c'est assez compliqué à réaliser, et puis il y a pas mal de boulot derrière. Après, votre avocat peut également, à cette étape, vous demander une attestation de non-condamnation pénale par laquelle vous allez confirmer que vous n'êtes pas un marchand de sommeil, vous n'avez pas été condamné à ce titre. Ce document, certains le demandent, mais vous n'avez pas l'obligation de le mettre dans le dossier avant l'audience d'adjudication qui aura lieu dans le contexte de la surenchère. Je fais une petite pause pour voir les questions. Juste revenir là-dessus, concrètement, ça nous fait pas 10 jours pour pouvoir surenchère. Enfin, je veux dire, il faut préparer quand même la chose avant et il ne faut pas se rendre compte la veille qu'on a envie de surenchère, du coup. Exactement, il y a certaines banques qui vous font les chèques de banque la veille pour le lendemain, pas toutes.
D'accord, il y en a qui vous demandent 3-4 jours pour les établir, donc on ne peut pas anticiper ce genre de choses. A-t-on des statistiques sur le pourcentage de surenchères faites sur les enchères acceptées? Absolument pas. Les tribunaux sont très opaques au niveau des statistiques. Pour l'anecdote, Guy, nous, au cabinet, on aimerait mener des études statistiques avec notre tribunal qui est Marseille sur certaines problématiques en matière de saisie immobilière et d'autres choses. Et on se rend compte qu'il faut l'accord du président du tribunal, une convention avec la fac, enfin, c'est de l'université, c'est compliqué. J'aimerais vendre un immeuble aux enchères, Magali, ce n'est pas possible. Soit vous êtes débiteur d'un créancier à qui vous devez de l'argent et lui, il fait une surenchère, et ce sera une vente forcée. Soit vous allez voir le notaire, et eux, je crois qu'ils ont la possibilité de faire des ventes aux enchères volontaires, mais je ne sais pas comment ça marche, ce n'est pas notre métier, nous les avocats, c'est un job de notaire. Soit vous devez de l'argent, il y a une saisie, une voie d'exécution, une mesure d'exécution, ça concerne les huissiers et surtout les avocats, soit c'est du volontaire, et dans ce cas-là, c'est chez le notaire qu'il faut. Magali, puis-je mettre un prix de mise à prix que je décide, exemple 80 000 euros, car il me reste un gros emprunt? Je ne comprends pas votre question. En fait, c'est par rapport à la. C'est pas Magali justement qui voulait vendre elle-même son bien, enfin aux enchères son bien. Oui, oui, Magali, j'en sais Du coup, c'est rien. pas Soit possible. vous êtes débiteur et vous allez subir la situation, c'est vos créanciers qui vont choisir pour vous, soit vous voulez vendre volontairement et il faut discuter avec le notaire, moi je sais pas. Et Guy a une autre question. Ok. Alors Guy nous demande si un bien était vendu aux enchères 50 000 euros par exemple et que je fais une surenchère à 55 et il est attribué d'office pour l'interrogation, la personne qui avait gagné la première enchère ne peut pas remonter à 100 par exemple. Je répondrai à ça plus tard. On va en parler naturellement dans les développements. Stéphanie, stratégiquement, il vaut mieux attendre la surenchère pour obtenir le bien? Peut-être pas. Parce que si le bien il s'est vendu, admettons, à 50 000 et que vous mettez 10% au pot pour le provoquer une surenchère sur 55, peut-être que vous auriez pu l'obtenir à 51 lors de l'enchère initiale. Peut-être que vous allez mettre au pot pour rien. Et puis ensuite, cette considération-là, elle n'existe pas vraiment pour les petites ventes. Si c'est dû sur 50 000, vous ne remettez pas au pot beaucoup, vous remettez au pot que, entre guillemets, 5 000 euros. Mais par contre, si jamais vous voulez surenchérir sur un bien qui s'est vendu 1,2 million et qui vous remettez au pot 120 000 euros, là, ça peut faire mal. Voilà. Le chèque de banque est-il encaissable immédiatement? Pour vous, vous ne verrez pas la différence parce que le chèque de banque, il est décaissé de votre compte en banque dès que vous l'émettez. Après, il sera encaissé dans le cadre de la procédure bien plus tard, mais pour vous, ce sera transparent. Je continue. Alors, il y a juste une autre question là que j'ai vue. Est-ce qu'il y a des différences de frais entre surenchère et enchère pour les frais d'avocat? Je vais y venir. D'accord, je vous laisse. Je vais y venir plus tard. Donc vous avez identifié un bien grâce à la publicité. Vous avez mandaté un avocat pour faire la surenchère. Il vous a récupéré le chèque de banque. Il a fait une attestation. Il a du coup également peut-être récupéré l'attestation de non-condamnation pénale. Il vous a mandaté un huissier qui a réalisé diverses diligences. Ok. Là, à partir du moment où vous réalisez la surenchère, alors du coup, je suis en train de me balader dans mon support de cours en même temps que je parle. En même temps, du coup, votre avocat va déposer la déclaration de surenchère au greffe, la dénoncer aux parties à la procédure, et les parties à la procédure auront 15 jours à compter de la réception de ce document pour contester votre dénonciation de déclaration de surenchère. Donc, si je reprends tous mes délais, la vente a lieu, vous avez 10 jours pour réaliser votre surenchère. Alors, 10 jours, on a compris qu'à calculer, ce n'était pas entièrement simple, mais bon, vous avez 10 jours. Dans ces 10 jours, votre avocat dépose une déclaration de surenchère. Dans les 3 jours qui suivent, il doit la dénoncer. On peut être porté du coup au max à 13 jours. Et au bout de ces 13 jours, la dénonce a lieu et les parties intéressées peuvent faire une contestation dans un délai de 15 jours. On arrive à 13 plus 15, 28 jours. Okay, à l'issue de ce délai de 28 jours, si jamais il n'y a pas de contestation, pour vous, c'est bon, vous êtes surenchéri. Enfin, il n'y a pas de contestation, on peut avancer dans la suite de la procédure. Si en revanche, il y a une contestation à cette étape, eh ben, le tribunal va recevoir la contestation, convoquer tout le monde à une audience, on part au tribunal, on se bagarre, et puis après, si on a raison, on va nous donner une date d'audience pour réaliser la vente. Si jamais en revanche on a tort, on est débouté et puis généralement on se fait taper sur les doigts par l'intermédiaire d'un article 700. Traduction, vous vous faites certainement condamner à payer les frais d'avocat de l'adjudicataire que vous avez concrètement bien embêté avec votre histoire. Maintenant, les contestations standards, c'est j'ai pas respecté les délais, j'avais pas le chèque de banque. On va dire que si vous avez fait appel à un avocat compétent, des contestations. Mais bon, il faut trouver un avocat qui sait faire.
Après, dans le cadre de la procédure, si jamais vous n'avez pas de contestation, le greffe va donner et communiquer à votre avocat une date d'audience sur surenchère. La date d'audience, elle sera comprise entre +2 et +4 mois après la surenchère, en théorie. Donc vous faites votre surenchère, grosso modo, vous aurez une vente aux enchères sur surenchère qui va intervenir entre +2 et +4 mois. Et là, il va y avoir pas mal de petites complications. Là, on commence un petit peu à rentrer dans le dur du sujet, dans ce qui peut être compliqué pour vous et peut-être même un peu douloureux. D'accord ? Vous avez votre date d'audience et en vue de cette audience, en tant qu'avocat, en tant que surenchérisseur, vous devenez responsable de la procédure. Donc, votre avocat va devoir réaliser une publicité légale pour annoncer publiquement le fait que vous avez provoqué une surenchère, qu'une nouvelle vente aux enchères va avoir lieu, et de manière à informer le public de l'existence de cette vente, pour que le public puisse se présenter. Donc, quand vous faites une surenchère, potentiellement, vous provoquez de la concurrence parce que vous allez informer tout le monde, en fait, de ce qu'une vente aux enchères aura lieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cette publicité légale, vous ne pourrez pas y échapper. D'accord ? Elle est obligatoire. Il n'y a pas de débat. En fait, si elle n'a pas lieu, c'est toute la procédure qui a abouti à la vente qui peut être remise en cause. Donc concrètement, votre avocat va engager sa responsabilité de façon lourde sur cette thématique. Il va engager sa responsabilité vis-à-vis de vous, mais également vis-à-vis de l'avocat, du créancier qui a réalisé le début de la procédure. Parce que si jamais il torpille son dossier, ça ne le fait pas. D'accord ? Deuxième point. Troisième point, en tant que surenchérisseur, vous allez donc devoir assumer le coût de la remise en vente. Et là, vous allez vous prendre des frais d'huissier et des frais de publicité légale de l'ordre de 3 500 €. Cette somme, vous allez devoir en faire l'avance. Et au moment de la vente aux enchères, elle vous sera remboursée par l'adjudicataire. Mais bon, s'il n'y a pas d'adjudicataire parce que c'est vous qui récupérez le bien, c'est de l'argent qui est perdu. Traduction. Si jamais vous faites une surenchère, vous allez perdre en fait plusieurs choses. D'une part, le bien sera vendu au minimum 10% plus cher. Ça, c'est votre première dégradation, on va dire, au plan économique. Deuxièmement, vous allez devoir payer des frais, à peu près 3 000 €, 3 500 € de frais fixes. Troisièmement, il y aura également des frais d'auxiliaire de justice, avocat et huissier. Nous, on ne prend pas une surenchère en dessous de 1 000 à 1 500 €. On considère que même comme ça, on est à peine rentable, parce qu'on y passe quand même du temps. Et il y aura des frais d'huissier, vous allez comptabiliser, 2 000 €. OK ? Vous allez vous retrouver avec un ticket de frais fixe autour de 5 000 €, plus 10% de plus sur le montant du prix d'adjudication. Maintenant, si vous n'êtes pas adjudicataire, l'enveloppe de frais fixe, elle va aller sur la tête de l'adjudicataire en grande partie. Donc votre perte sera un petit peu amoindrie. Mais si vous êtes adjudicataire, parce que c'est quand même le but du jeu, d'acquérir, vous aurez quand même une belle de la perte. Voilà, vous allez perdre de l'argent. Après, ça c'est la théorie, parce que dans la pratique, il y a beaucoup d'avocats de créanciers qui réalisent les saisies immobilières et les ventes aux enchères qui refusent catégoriquement de laisser votre avocat réaliser les formalités de publicité au stade de la surenchère. Pour deux raisons. La première, c'est que ils refusent de lâcher du lest et de passer la main sur un dossier qu'ils ont mené jusque-là parce qu'ils considèrent qu'en cas de raté, c'est trop dangereux pour eux. Si jamais l'avocat du surenchérisseur se plante sur certaines démarches, toute la procédure peut tomber à l'eau et ça, on n'a pas envie, premièrement. Et puis deuxièmement, concrètement, c'est beaucoup plus facile pour l'avocat du poursuivant de réaliser les formalités de publicité parce que lui, il a déjà fait une première fois. Il a déjà les modèles d'affiches, il a déjà le contact de l'huissier qui a les clés. S'il a fallu ouvrir le bien avec un serrurier, par exemple, il a déjà tout ce qu'il faut. En fait, il a déjà établi les frais de la première partie du dossier, donc il peut établir les frais de vente pour sa continuité. Donc pour lui, il va accomplir 10 fois moins de travail. Donc on va dire que pour l'économie globale du dossier, c'est comme ça qu'on fait souvent. Maintenant, ça va dépendre des juridictions. À Marseille, c'est quasiment toujours le surenchérisseur, c'est quasiment toujours le poursuivant qui s'occupe des formalités de publicité dans le cadre de la surenchère. Donc nous, en tant qu'avocat, on facture moins cher à nos clients. Moi, si jamais je dois réaliser les formalités de publicité 1005, 2000, si jamais je n'ai pas besoin de m'en occuper, on peut tomber à 800 en termes d'honoraires, hors taxe. En revanche, si jamais vous êtes sur quelque chose ou un barreau où c'est toujours l'avocat du surenchère qui fait les formalités légales, on rentre sur quelque chose de plus coûteux, plus dangereux, plus engageant en termes de responsabilité, on facture plus cher. Et vous, en tant que client, entre guillemets, ça ne doit pas vous étonner. Juste, je reviens sur le avocat poursuivant. On est d'accord que c'est l'avocat qui s'occupe du créancier pour essayer de Oui, pardon, je fais d'actualiser bien ça. de me faire préciser la terminologie.
Le poursuivant, c'est celui qui s'occupe du dossier, qui s'occupe de réaliser la mise en vente initiale. Le poursuivant, c'est celui qui fait la procédure. L'acheteur, l'adjudicataire, c'est celui qui vous représente vous en fait. Alors du coup, avant de continuer, je vais relire les questions s'il y en a d'autres. Tac, tac, tac. Alors Eric, on a répondu à ta question au tout début. Je ne vais pas revenir dessus, désolé. Je pense qu'il y aura une rediffusion en vidéo après de tout ce qu'on est en train de se dire. Donc tu pourras regarder la vidéo. Et Gérald, j'ai subi 2 surenchères sur mon adjudication. C'est impossible. Surenchère sur surenchère nouveau. Je pense que tu as subi une réitération des enchères et une surenchère, c'est 2 choses différentes. Ou alors, dans ce que tu me dis, il y a un loup, il y a un truc qui cloche. Je ne peux pas répondre à des cas atypiques comme ça. C'est trop complexe. Bon, en tout cas, du coup, votre avocat s'occupe des formalités de publicité. On arrive à la vente sur surenchère. Donc, vous êtes content. Vous avez identifié un bien en galérant un petit peu peut-être. Vous avez financé la surenchère, vous avez remis le chèque de banque, votre compte il a été débité, vous avez payé l'avocat, payé les huissiers, vous aimeriez bien récupérer le bien maintenant. On arrive du coup sur l'audience de surenchère. Et là, tout le monde peut se présenter. Du coup, de 2 choses l'une. Soit vous avez une carence d'enchères, personne ne pousse les enchères, et dans ce cas-là, vous, en tant que surenchérisseur, vous êtes déclaré adjudicataire sur le prix sur lequel vous avez remis en vente le bien. Donc, dans notre exemple à 55 000 €, on remet en vente le bien sur 55 000, carence d'enchères, vous êtes déclaré adjudicataire sur vos 55. Si en revanche, il y a quelqu'un qui pousse les enchères pour vous faire concurrence, là, c'est le jeu normal des enchères. Si finalement le bien se vend à 95, c'est le dernier enchérisseur qui récupère le bien. Après, dans le cadre de la surenchère, du coup, si jamais vous êtes déclaré adjudicataire, vous allez devoir payer des frais taxés qui vont correspondre à l'addition de l'enchère initiale plus la surenchère. Donc, si l'état de frais, dans le cadre de la première vente, était, admettons, à 6 500, c'est la moyenne en province, ou à 10-12 000 €, c'est la moyenne à Paris, vous allez vous retrouver du coup avec ce premier état de frais de 6 500 ou 12 000 €, plus l'état de frais de la deuxième vente, donc les frais de procédure, affichage, publicité légale, huissier, tout ce bazar. Ça va vous faire un ticket qui va être compris entre 9 000 €, 9-10 000 € province versus 15-16 000 € Paris. Donc ça, il faut bien en tenir compte quand vous faites votre calcul de rentabilité sur l'opération. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous devrez également, mais de façon très classique, comptabiliser dans votre calcul de rentabilité les frais, les émoluments qui reviennent aux avocats, parce qu'il faut les rémunérer pour leur travail. C'est des calculs de pourcentage, donc il y a une calculette sur le site de Bench. Allez voir la calculette de Bench. Et puis les droits de mutation, mais ça aussi c'est quelque chose de très classique, qui seront calculés différemment si vous êtes un particulier, si vous êtes un marchand de biens. Après, Alou Diallo pose une question qui est intéressante. À quel moment l'achat est définitif? Du coup, si la vente elle a lieu dans le contexte d'une surenchère, dès que le chrono se termine, comme il ne peut pas y avoir une deuxième surenchère à la suite, la vente devient définitive. Donc, le chrono se termine, vous êtes adjudicataire, vous devenez responsable du bien. Vous sortez de là, vous assurez. Vous appelez la compagnie d'assurance, j'ai acheté, voilà le bien, il faut m'assurer tout de suite. S'il y a un incendie entre le moment de l'enchère et 2 jours après la date à laquelle vous avez fait assurer le bien, vous êtes grillé. Voilà. C'est hyper dangereux. D'ailleurs, je recommande souvent à mes clients de contacter leur compagnie d'assurance avant d'acheter. D'accord. C'est vraiment... on a quelques histoires comme ça dans le milieu de clients qui se sont plantés au niveau de l'assurance. Je peux vous assurer que c'est pas mal. Après, Michel a une autre question. Est-ce que la surenchère est au minimum de 10%? On peut tout à fait mettre 50% de plus au pot. Il y a un plancher à 10%. On peut mettre plus. Maintenant, si vous voulez vous tirer une balle dans le pied en payant beaucoup plus cher que nécessaire, c'est à vous de choisir. Généralement, c'est pas ce que font nos clients. Voilà, la surenchère se termine. Vous avez du coup géré plus ou moins les formalités de publicité légale. Vous devenez adjudicataire. Il n'y a plus aucune vente possible. C'est la bonne, c'est la belle, c'est la dernière. On a terminé, en théorie. D'accord? Ça nous amène au deuxième point, qui est la réitération des enchères. Alors, avant de m'engager là-dessus, c'est carrément partie 2, d'accord, de notre petite discussion du jour. Je reprends les questions. Est-ce que l'adjudicataire initial ne perd pas d'argent si le surenchérisseur gagne à la fin? Non, l'adjudicataire initial qui a perdu, on lui rend son argent. On lui rend son chèque de banque. S'il avait payé les frais, il est censé en obtenir la restitution. Lui, il ne paye rien. Par contre, il perd de l'honoraire, si jamais il avait payé des honoraires à son avocat. Michel me pose une question sur la durée du chronomètre aux enchères, c'est 90 secondes. Voilà.
Donc, l'enchère est censée être définitive dès que vous avez terminé votre audience de vente sur surenchère, mais il y a quand même un 3 petits points, qui est que si vous n'arrivez pas à payer le prix d'adjudication, vous vous exposez à une réitération des enchères. D'accord? Et alors là, c'est vraiment un autre sujet. On l'aborde aujourd'hui parce qu'avec Alix, on s'est dit qu'il était intéressant de s'intéresser à ce qui peut se passer après une audience d'adjudication et de quelle façon un bien peut être remis aux enchères après une audience d'adjudication. C'est intéressant de deux façons. Vous, en tant qu'investisseur, vous pouvez être confronté à ce type de vente sur surenchère ou vente sur réitération, et donc il faut savoir comment les traiter. Mais dans le cas de la réitération, c'est également intéressant parce que ça peut vous concerner si jamais vous avez une tuile. Typiquement, j'ai acheté, j'ai un problème, j'arrive pas à payer, la banque ne me suit pas parce qu'on se rend compte qu'il y a un problème, ou alors j'ai pas les finances, pour une raison X ou Y. Je me rappelle avoir eu le cas d'un dossier où le client ne pouvait pas recourir à l'emprunt pour des raisons religieuses. Il achète, Covid, sa trésorerie se fait siphonner par le Covid parce que, enfin, bref, les problèmes de la vie courante. Il se retrouve en défaut de paiement. D'accord? Risque de réitération des enchères. Récemment, j'ai eu le cas d'un type qui achète aux enchères. Il n'arrive pas à payer parce que le dossier de diagnostic technique lui est communiqué après la vente. Il se rend compte qu'il est sur un diag catégorie F, je crois. Pas de location possible. Vous connaissez la réglementation à ce sujet. La banque refuse de le suivre. Défaut de paiement. Donc, la question de la réitération des enchères, c'est je n'arrive pas à payer. Le bien va être remis en vente. Si jamais moi, je suis l'adjudicateur défaillant, je vais en prendre plein la poire et on va en parler. Si jamais, en revanche, je suis un tiers et que je veux me positionner, à quoi ça correspond? D'accord? Donc déjà, vous achetez aux enchères, vous voulez vous positionner sur le bien, vous le récupérez, vous êtes adjudicataire, tout va bien dans le meilleur des mondes. On intervient soit sur une vente, soit sur une vente sur classique, soit sur une vente sur enchère. Vous avez votre délai de paiement. Je ne m'appesantis pas sur la question des délais de paiement. Les règles sont différentes selon qu'on est sur licitation, liquidation ou saisie immobilière. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, vous n'arrivez pas à payer. D'accord? Le créancier poursuivant ou tout intéressé, le débiteur peut le faire aussi, aura la possibilité d'engager contre vous une procédure de réitération des enchères. On va voir le greffier. On lui demande, voilà, est-ce que vous avez la preuve du paiement du prix, pas du prix, des frais, des droits de mutation et du prix, oui, du prix. Si jamais la réponse est non, s'il manque une de ces preuves de paiement au greffier, il va délivrer un certificat de non-paiement. Le certificat de non-paiement, l'avocat va le donner à un huissier, le notifier à l'adjudicateur défaillant, et le bien, l'adjudicateur défaillant il aura 15 jours pour contester. S'il ne le fait pas, le bien est remis en vente. S'il est remis en vente, l'adjudicateur défaillant sera puni. On va lui prendre plusieurs choses. Primo, s'il a déjà payé, il n'a pas le droit de récupérer ce qu'il a déjà payé. J'ai eu le cas d'un adjudicataire qui avait payé 501 000 euros sur 507. Il n'arrivait pas à compléter avec les 6 000 euros qui manquaient. On a engagé une réitération, on a eu gain de cause. Il n'avait pas le droit de récupérer les 501 000 euros qu'il avait déjà payés. C'était perdu. D'accord? Ah oui, ça fait beaucoup. Ouais. Le bien valait 491 000 euros sur l'adjudication initiale. Donc, c'est pour vous faire prendre la mesure du désastre que cela peut provoquer. En temps normal, la seule chose que vous allez perdre, c'est votre chèque de banque. Si jamais le chèque de banque il était à 20 000 euros, les 20 000 euros, rideau, on n'en parle plus. Premier point. Deuxième point, l'adjudicataire défaillant devra payer les frais de la première vente qu'il a mis en échec. Donc, si jamais il y avait un état de frais à 35 000 euros, c'est pour vous. Deuxième point. Troisième point, l'adjudicataire défaillant devra des intérêts de retard entre la première vente qu'il a fait capoter et la vente sur réitération. Donc, si les intérêts, c'est 200 000 euros, il doit payer 200 000 euros. Généralement, c'est quoi? C'est équivaut à 5-6%, non? Non, c'est des calculs trimestriels et puis ça dépend de la nature du débiteur. Si le débiteur est un particulier, on est sur le taux légal particulier qui est aujourd'hui de 5% à peu près et le taux est rapidement majoré de 5 points. Donc, on est vite sur des intérêts à 10%. Donc, ça fait très mal et ça va très vite. Le dernier point, c'est si le bien se vend moins cher la deuxième fois, vous devez payer la différence. Donc, si le bien s'est vendu 700 000 euros la première fois, qui se vend 500 la deuxième, 200 000 euros de différence, c'est pour vous. OK? Ça fait... Enfin, c'est le musée des horreurs, en fait, d'accord? Donc, on a des clients qui sont confrontés à ça, ils ne s'en remettent économiquement jamais. Que les choses soient claires. En tout cas, vous, en tant qu'investisseur, vous allez peut-être le voir. Vous voyez un bien qui vient dans le cadre d'une audience d'adjudication. Votre avocat prend le dossier. On va se rendre compte en lisant le dossier que le bien est déjà venu à la vente plusieurs fois. S'il est venu à la vente plusieurs fois, c'est nécessairement qu'on est sur une réitération des enchères. Parce qu'en fait, si jamais la fiche
elle intervient dans le contexte d'une surenchère, c'est écrit dessus, parce que les règles sont un peu différentes. Si la vente intervient dans le contexte d'une réitération de enchère, c'est pas toujours écrit dessus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça aura quelques petites conséquences pour ce qui vous concerne, vous, investisseurs. Premièrement, comme c'est l'adjudicataire défaillant qui doit payer les frais de la première vente, logiquement, les frais sur la deuxième seront bien moindres. Peut-être une bonne affaire. Parce que sur la première vente, on va payer plein de frais qui ont été nécessaires pour aboutir jusqu'à la vente. Ça, c'est pris en charge par l'adjudicateur défaillant. Maintenant, on avance dans le temps, on vient à la réitération. En fait, dans le cadre de la réitération, il n'y aura plus que quelques frais qui seront engagés. Un nouvel affichage légal, un nouvel huissier pour la visite, peut-être un nouveau serrurier. Mais bon, c'est assez limité. Une mise à jour des diags. Donc, l'enveloppe de frais sera bien moindre. Du coup, c'est un peu plus rentable pour vous. Et puis, en fait, là, si vous êtes déclaré adjudicataire, dans ce contexte-là, qui ressemblera beaucoup à une adjudication classique, mais il y aura un petit peu moins de frais, eh bien, dans cette hypothèse-là, une surenchère est possible. D'accord? Si elle n'a pas déjà eu lieu dans le dossier. Donc, si je reprends la chronologie de mon dossier, il est possible que j'ai une enchère, une adjudication, une réitération, une réitération, une réitération et une surenchère. Et puis à nouveau une réitération si la personne n'arrive pas à payer. Je peux avoir une vente, une surenchère, une réitération. Mais je ne pourrais pas avoir là, au bout de la quatrième occurrence, une nouvelle surenchère. Parce que dans le même fil de procédure, le même fil de vente, je ne pourrais avoir qu'un seul objet surenchère. C'est la seule. À partir du moment où je passe la surenchère, sur toutes les affiches qui suivent, il sera indiqué, enfin, il ne sera pas indiqué qu'une surenchère est possible parce que ce n'est pas possible. Les questions. Est-ce qu'on a un moyen de connaître le prix d'adjudication du coup lors d'une vente sur réitération? C'est pas intéressant. Ça intéresse pas l'adjudicataire en fait. Pour lui, c'est neutre. Ça va intéresser le débiteur saisi, le créancier poursuivant, parce que potentiellement, ils vont faire leur chou gras de la deuxième vente qui aura lieu. D'accord? Par contre, en ce qui concerne l'adjudicataire, c'est complètement neutre. Et après, oui, on peut obtenir l'information en consultant le dossier de la procédure, mais ça, c'est une histoire d'avocat. C'est pas quelque chose qui est public. Alors, du coup, je vois qu'il y a plein de questions. Tac, tac, tac. Si plusieurs personnes se positionnent sur un seul bien, quel sera le critère de sélection? Celui qui paye le plus aux enchères. Michel, je reviens sur ma question précédente. Le timing de la surenchère ne repart pas à zéro à chaque fois qu'un avocat annonce un prix. Si, à chaque fois que je pousse les enchères, on remet le chrono de 90 secondes à zéro. On a parfois des sessions de vente qui peuvent durer 1 heure, 2 heures, parce qu'on n'arrête jamais de pousser les enchères. Une fois à Marseille, on a vendu un bien, un cabanon dans les Calanques. Donc une maison en fait située dans les Calanques, avec un terrain de 2-3 hectares, un truc qui n'existe plus parce que maintenant c'est complètement interdit. Cabanon, donc pas relié à l'eau courante, ni à l'électricité, ni rien, parce que c'est complètement interdit dans le parc national des Calanques. Mais le bien s'est vendu plus d'1 million. Sauf que la mise à prix était assez faible, je crois que c'était 100 000 euros, quelque chose comme ça. Et les avocats ont poussé les enchères par tranche de 1 000 euros jusqu'à atteindre 1 million. Il n'y a personne qui a mis 50 000 euros ou 100 000 euros sur la table pour débloquer la situation. Du coup, les enchères ont duré des heures, littéralement. Après, il arrive qu'on intervienne pour des clients qui nous demandent de jouer les nerfs. Donc, on nous demande d'attendre la dernière seconde à chaque fois pour pousser les enchères. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps d'un client qui m'a dit « Maître Moreno, j'ai envie de le faire craquer. On va faire durer le plaisir. » Et donc, on a passé 2 heures et demie à pousser les enchères au bout de la 89e seconde à chaque fois. L'horreur, d'accord? Bon, nous, on fait le taf, hein, mais c'est pas non plus le truc le plus marrant du monde, je vous cache pas que... Ensuite, SM. Si je comprends bien, un adjudicataire qui achète moins cher après l'adjudicataire défaillant, il sera gagnant, achat moins cher, plus le prix de la différence. Je comprends rien à votre question. Si un adjudicataire qui achète moins cher après adjudicataire défaillant, si l'adjudicataire est défaillant, le bien est remis en vente dans le cadre d'une réitération des enchères. Dans le cadre de la réitération, on remet le bien en vente sur la mise à prix initiale, pas le prix d'adjudication plus 10%. D'accord? Je reprends. Si jamais je suis sur une surenchère, le prix la mise à prix initiale était, admettons, à 10 000 euros. Adjudication à 50, je surenchéris, le bien revient en vente à 55. Maintenant, réitération des enchères. Le bien est mis en vente à 10 000, l'adjudicataire ne paye pas, on remet le bien en vente à 10 000. Donc, on reprend à zéro. Tac, tac, tac. Jean-Marc, j'ai fait une surenchère ce début de semaine. Le bien sera vendu dans 2 à 3 mois. Que se passe-t-il si le bien est détruit entre-temps? On me force à acheter ou je peux me retirer pour cause que le bien n'est plus dans l'état dans lequel je l'ai vu. C'est un énorme sujet. Je vais te répondre dans 2 secondes. Est-ce qu'il peut y avoir une préemption sur un bien acquis suite à une surenchère? Oui. Le délai de préemption est toujours de 1 mois. Alors,
En fait, si ma mémoire est bonne, 1 mois en ville, parce que c'est les EPF et les titulaires du droit de préemption ont un délai de 1 mois. À la campagne, si ma mémoire est bonne, pour les SAFER et les titulaires de beaux ruraux, c'est 20 jours. Et dans d'autres cas de figure, c'est 30 jours. Ne me demandez pas pourquoi il y a un tel découpage et saucissonnage des délais de préemption, je l'ignore, je trouve que c'est stupide. Est-ce qu'il y a beaucoup de réitérations? Non, Dieu merci. Les avocats travaillent bien quand même pour vérifier la solvabilité des clients. J'ai subi une surenchère par une personne qui était proche du débiteur. Cela a laissé le temps au débiteur de rembourser ses dettes entre 2 audiences et de faire annuler la date de surenchère. Est-ce que c'est normal? Absolument pas. Alors Samir et Jean-Marc, je vais vous répondre en même temps. Vous allez comprendre pourquoi. Jean-Marc me demande si le bien est détruit entre la vente initiale et la vente sur surenchère, qu'est-ce qui se passe? Première question. Deuxième question, j'ai subi une surenchère par une personne qui était proche du débiteur et entre-temps, du coup, le débiteur a pu payer. Il y a un débat juridique assez difficile au sein des avocats à propos de la question de savoir si quand il y a une surenchère, la translation de propriété au profit de l'adjudicataire, est annulée ou pas. D'accord? De mon point de vue, regarde des textes. Maintenant, il y a débat, de mon point de vue. Si jamais je surenchéris, je ne détruis pas l'adjudication initiale, le bien a changé de main. D'accord? Donc, il y a une adjudication, le bien change de main tout de suite, malgré le fait qu'il reste un délai de surenchère. D'accord? On devient propriétaire à titre provisoire, pour parler d'une façon simple. Ça veut dire que l'adjudicataire, qu'il y ait un délai de surenchère ou pas, il doit assurer le bien tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Quoi qu'il arrive. Ça, c'est votre première sécurité. Ensuite, entre le moment où je forme, où il y a une adjudication et je forme une surenchère, il n'y a pas de débat. Le bien reste aux mains du débiteur. Mais il y a une translation de propriété. Maintenant, quand je fais une surenchère, je ne remets pas en cause ce mécanisme. L'adjudicataire reste adjudicataire, il va rester propriétaire du bien jusqu'à l'audience de surenchère. Et on a un texte ou une jurisprudence, je ne me rappelle plus, j'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps avec une consoeur, qui dit que dans cet intervalle, le bien reste sous la garde du débiteur. Le débiteur, il n'est plus propriétaire, mais il devient gardien de l'immeuble. Donc à ce titre, il n'est pas censé en modifier la consistance, ni le détruire, ni rien, et s'il le fait, c'est des cas de responsabilité, premièrement. Deuxièmement, cela implique, et c'est un vrai sujet, que si jamais le bien il est producteur de loyers, par exemple, à qui les loyers reviennent? Est-ce que quand vous devenez adjudicataire sur surenchère, ça rétroagit à la date de l'adjudication initiale? Je ne pense pas. Je pense que l'adjudicataire, à titre provisoire, récupère les loyers. Pourquoi est-ce que cette question elle est sensible? Une fois, je me retrouve à préempter. En préemption, la problématique est la même. Sauf qu'on préempte sur une usine qui produit des intérêts qui produit des loyers trimestriels de plus de 35 000 euros. D'accord? Il y avait une trimestrialité pile poil pendant le délai de préemption. On se demandait si notre préemption elle rétroagissait à la date de la vente ou pas. Ça permettait de déterminer qu'il y avait vocation à percevoir ces 35 000 euros, ce qui était quand même assez intéressant, vous en conviendrez. Maintenant, pour te répondre, Samir, j'ai subi une surenchère par une personne qui était proche du débiteur, ça a laissé le temps au débiteur de rembourser ses dettes. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Une fois que la vente elle a lieu, il y a une translation de propriété. Un point, un trait. D'accord? Il n'y a pas de débat. Ça veut dire qu'en fait, si jamais le débiteur rembourse après la vente, il ne récupère pas son bien. Il paye ses dettes, mais le bien, il a changé de main. Après, dans le milieu des avocats, on connaît des tactiques pour, entre guillemets, anéantir la vente aux enchères, si tout le monde est d'accord. Je vous donne un exemple. La vente aux enchères a lieu. Le bien est vendu, admettons, 100 000 euros. Il y a une surenchère. Le bien repart en vente. Dans l'intervalle, le débiteur paye ses dettes. Bon, moi, ça ne me change rien, concrètement. Moi, si je suis le créancier, je m'en fiche. De toute façon, ce n'est pas moi qui fais la surenchère. Et si je suis le surenchérisseur, j'ai quand même envie d'aller jusqu'à la vente parce que le bien, je veux le récupérer. En fait, le paiement, il est neutre. Par contre, si tout le monde est d'accord, on peut stopper dans la main, faire un protocole en disant, voilà, le débiteur, il a payé. L'adjudicataire, le bien, on peut avoir un accord, on lui donne un billet, ce genre de choses, et on convient de ne pas publier la vente à la publicité foncière. Si je ne publie pas la vente, elle n'est pas opposable à qui que ce soit, l'affaire s'arrête là, c'est plié. Maintenant, juridiquement, le fait qu'il y ait un paiement dans la période intermédiaire, ça ne change rien. Voilà. Et Samir, avec une conduite de votre dossier, on va dire, normale, on ne peut pas annuler la date de surenchère. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, en vous faisant accompagner dans le cadre de la procédure de surenchère par quelqu'un de compétent, il n'y a pas d'annulation de la vente. La maîtrise de la surenchère, elle est entre les mains de votre avocat.
C'est votre avocat qui décide si oui ou non il interrompt la procédure pour aller jusqu'à la surenchère ou pas. Maintenant, c'est mon analyse. On rentre quand même sur des cas un petit peu spécifiques, un peu atypiques. Je ne me prononcerai pas sur ce qui s'est passé dans votre dossier sans en savoir plus. Il y a d'autres questions. Peut-il y avoir une préemption sur un bien acquis suite à une surenchère? J'ai répondu. Une surenchère est possible que si on a participé à l'enchère initiale, mais pas du tout. Ça, c'est une bonne question. J'ai tout à fait la possibilité de surenchérir sur un bien sans avoir participé à la vente initiale. Quels sont les frais d'avocat liés aux enchères et surenchères? Les frais d'avocat, c'est un petit peu au bon vouloir de votre avocat. Nous, on a une grille tarifaire qui va de grosso modo de 800 € à 2000 €. Maintenant, par exemple, si vous voulez porter les enchères sur un bien qui vaut plus de 4 millions, on va vous demander une enveloppe complémentaire conséquente parce que, par exemple, en termes d'assurance, on n'est pas assuré au-delà de 4 millions. Donc, il peut y avoir des choses comme ça qui rentrent en ligne de compte. Après, si le dossier est complexe, il y a beaucoup de vérifications à faire, enfin, ça dépend un petit peu du dossier. Étant précisé que les marchands de biens ont l'habitude de négocier des tarifs préférentiels et que nous, au cabinet, on a de plus en plus tendance à les refuser en disant c'est parce que vous êtes marchand de biens, vous êtes une princesse. Mais ça, c'est notre position. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Je pense avoir répondu à tout. Il me semble que la durée du webinaire était fixée à peu près à 1 heure, donc normalement, Ouais. on est au bout du sujet. Bon, on est dans les un peu dans le timing, parce qu'on a toujours un peu de mal à respecter les délais, mais Ouais, là, on avait un scope à peu près limité, donc ça va. J'aimerais savoir, lorsqu'une surenchère est déposée après une adjudication, est-ce que la personne qui avait remporté la première enchère reste redevable de certains frais ou intérêts, ou est-ce que c'est simplement annulé? Non, non, c'est l'adjudicateur final qui paye les frais de procédure. Donc les frais, et quand je dis frais, je parle de frais de procédure, de frais imposés par la procédure, par la structure de la procédure, donc les frais d'huissier, les frais les émoluments codifiés par le code de commerce, en fait, les choses qui sont codifiées, celles-là, elles sont supportées par l'adjudicataire final, en cas d'une surenchère. Par contre, les honoraires, ils sont pour votre poire. Voilà. Est-ce qu'il y aura une rediffusion du webinaire? Vous allez recevoir un replay par mail et après on rediffusera plus tard. Ouais. Pour votre exemple de bien détruit, Jean-Marc, il faut me téléphoner. Je ne vous répondrai pas ici. C'est un sujet trop complexe. Si je rentre là-dedans, je vous fais une consultation technique d'1 h 30 et des dossiers comme ça, on en a croisé au cabinet, c'est pas des sujets simples. Peut-être que je peux partager votre Et vous lien aurez vers pas la votre réponse dans le support de cours que je diffuse aujourd'hui parce que c'est un sujet trop complexe. On ne peut pas, c'est un vrai cas de responsabilité, c'est un sujet trop. Gérald, donc si j'ai bien compris, je suis adjudicataire et une personne fait surenchère, le temps de la procédure, je peux récupérer les loyers. Dans mon analyse, oui. Maintenant, c'est un point qui est débattu. La date, est-ce que la surenchère rétroagit? Qu'est-ce qui se passe des loyers dans la période intermédiaire? C'est un sujet qui est débattu. Après, concrètement, on va parler concret, hein, Gérald. Si jamais il y a un locataire et qu'il y a une saisie immobilière, généralement, c'est parce que le locataire ne paye pas les loyers. Donc ça, c'est le paramètre de 95% de dossiers. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en fait, la question que vous me posez, on se la pose rarement, parce que concrètement, les loyers sont rarement payés quand il y a de la saisie immobilière. Voilà. Si vous voulez contacter Maître Morénon, normalement vous allez recevoir un lien. Vous me trouverez sans trop de mal sur Internet. Alors, le numéro de téléphone sur notre site Selon Avocat est en panne en ce moment. Vous ne pourrez pas me joindre, mais vous pouvez m'envoyer des mails. Adjudication, code, expulsion. Je ne comprends pas votre question, Michel. Le titre d'adjudication, enfin le jugement d'adjudication au titre d'expulsion. On est bon? Allez, on est bon. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous déjà pour votre participation. Merci à Maître Morénon pour ces précisions à chaque fois très intéressantes. Si vous voulez aller donc jeter aussi un coup d'œil sur Vench, on va certainement vous envoyer un petit code promo pour pouvoir tous ceux qui ont participé sur les abonnements. Donc regardez vos mails et puis voilà. Je sais pas si un dernier mot, Maître Morénon. Non, non, je crois qu'on a fait le tour du sujet. N'hésitez pas à nous écrire au cabinet pour vous, si vous avez des questions, des interrogations. Mais surtout, nous, on n'intervient qu'à Marseille. En matière de saisie, de vente aux enchères, on ne peut pas intervenir ailleurs que devant notre propre barreau. Donc, en fait, vous aurez tout le temps un avocat comme interlocuteur qui devrait pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Si vous connaissez pas d'avocat, si vous savez pas à qui vous adresser, c'est pas compliqué. Vous prenez les avocats dont le nom apparaît sur les affiches que vous trouverez sur Velch, ou vous allez sur l'annuaire de l'Association des avocats praticiens des procédures civiles et de l'exécution, l'AAPPE. C'est que des cracks qui sont là-dedans, que des très bons avocats. Eux, tous dont je vous ai parlé, ils connaissent. Voilà. Vous n'aurez pas de problème en faisant appel à ces avocats de référence. N'hésitez pas à mettre un peu d'argent dans vos frais d'avocat.
Je vous le dis pourquoi. Moi, en tant qu'avocat, je représente les compagnies d'assurance dans les cas de sinistralité où des avocats se plantent. Disons qu'il y a beaucoup de confrères qui s'improvisent sur les enchères parce que ça a l'air simple et en fait, c'est un contentieux assez piégeux. Je vous recommande vivement de faire appel à des confrères chevronnés, compétents. Vous les trouverez sur les affiches, vous les trouverez sur les affiches que vous trouverez sur Bench. Vous les trouverez sur l'annuaire de la PPE, sur les annuaires des associations professionnelles, droit et procédure, ce genre de choses. N'hésitez pas à les appeler. Si vous voulez me poser des questions à moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email. On est submergé d'emails. On fait au mieux pour y répondre. Ne nous en voulez pas si parfois on a des délais de réponse de 7-8 jours. On fait comme on peut. Et on essaie de faire en sorte que ça s'améliore. J'ai vu qu'il y avait quelques questions encore. Regardez sur la chaîne YouTube. Allez, je fais un petit rush, je réponds et après on est bon. Ok. Tac. Alors, j'arrive pas à récupérer les réponses. Dans le cas d'un bien occupé, l'adjudication vaut expulsion. Le jugement d'adjudication vaut titre d'expulsion. Maintenant, ça dépend des conditions d'occupation et ça dépend du type de vente. Les règles en matière d'expulsion sont différentes selon qu'on vend sur licitation, saisie immobilière ou liquidation judiciaire. Ce qui fait que, Michel, je ne peux pas vous répondre simplement. Grosso modo, si on est sur saisie immobilière, dites-vous que le schéma est quand même sécurisé, que le jugement vaut titre d'expulsion. Si vous voyez autre chose que ça, danger, posez-vous des questions, interrogez votre avocat. Ensuite, tac. Merci Philippe Béliard pour votre gentil commentaire et merci à tout le monde. Samir, est-ce que vous pouvez nous représenter pour du contentieux entre un adjudicataire et un débiteur suite à une vente pour assignation en paiement? Contentieux entre un adjudicateur et un débiteur suite à une vente pour assignation en paiement. Il faut me décrire votre problème de façon plus précise pour que je puisse y répondre. Faites-moi un mail. Alou Diallo doit obligatoirement avoir le résultat de l'expertise pour le bien vendu aux enchères. Je pense que vous me parlez du dossier de diagnostic technique parce que c'est la seule chose qui s'apparente à peu près à une expertise dont j'ai parlé. Normalement, il est dans le dossier de vente. Voilà. Il devrait se trouver dans le cahier des conditions de la vente que vous pouvez consulter sur le site internet de l'avocat qui réalise la vente. Si jamais ce document il n'y est pas, c'est que le dossier il n'est pas très bien conduit de mon point de vue. C'est un document que je recommande à mes stagiaires dans le cadre des formations que je donne de mettre dans le dossier. Et j'ai eu le cas du coup récemment d'un client qui n'avait pas ce document au dossier et cela s'est avéré être dangereux et pas une bonne idée. Ça peut remettre en cause la vente ou pas? Non, c'est le danger. En fait, les ventes aux enchères sont des ventes sans recours. On n'a pas de recours contre le vendeur, on n'a pas de recours contre qui que ce soit. Donc vous avez un bien sur les bras et à partir de là, tout est compliqué. Pour obtenir une annulation de vente aux enchères, il faut se lever tôt. C'est des procédures coûteuses, longues, aléatoires, dangereuses, tout y passe. Donc c'est pas une bonne idée, il vaut mieux se blinder en amont que de pleurer après. Voilà. Ok, écoutez, merci. Allez voir s'il y a d'autres sujets intéressants qu'on avait déjà abordés avec Maître Morénon et aussi d'autres avocats sur la chaîne YouTube où voilà, vous trouvez plein d'informations très intéressantes. On se pose pas mal de questions sur les sujets abordés dans le cadre de webinaire, donc n'hésitez pas de dire à Vench qu'est-ce qui vous intéresserait comme sujet qu'on aborde. D'accord? Ouais, n'hésitez pas, c'est une bonne idée, Maître Morénon, à contact@vench.fr. N'hésitez pas à nous faire des propositions. Merci à tous. Merci à vous, très bonne soirée et à bientôt. Allez, à très bientôt. Au revoir.